Bonjour à tous. Alors moi, donc, je suis Laura Jane Gauthier, je suis journaliste économique. C'est moi qui vais donc présenter cette plénière. Alors j'ai l'immense plaisir d'accueillir Xavier Perret, qui est Chief Digital Officer B2B chez Orange France. Johan Michel, qui est donc Digital Marketing Director chez Alltricks.com. Aurélien Demeaux, qui est cofondateur de Cheers. Et Amanda Chaffanel, qui est responsable SEO et social media chez Croquetland. Alors bonjour à tous les quatre. Première question très simple, est-ce que vous pourriez revenir sur vos parcours en 3 phrases et recontextualiser un peu votre périmètre d'action dans vos entreprises respectives? Amanda, par exemple, si tu veux commencer, honneur aux femmes. Bonjour. Moi je travaille pour la société Croquetland, je suis responsable SEO, SMO. Mon parcours, j'ai travaillé pendant 5 ans, principalement en agence web, en tant que traffic manager et responsable SEO. Un peu plus haut. Voilà. D'accord. Aurélien. Moi, je suis Aurélien Demeaux. J'ai 30 ans, j'ai monté Cheers il y a 6 ans. Cheers, c'est un site et une application d'impression de photos. Donc, on vous permet de développer vos photos sous forme de tirage, d'albums photos, de posters, etc. Et donc, ça fait 6 ans que je fais ça. Et moi, chez Cheers, je m'occupe principalement de la partie produit. Donc, c'est le produit digital, site et application. La majorité de nos ventes et notre business est sur l'application mobile. Et je m'occupe aussi de tout ce qui est produits physiques, logistique, expédition et toutes les réjouissances du e-commerce que vous connaissez. Bonjour à tous, donc Johan Michel, je suis directeur marketing digital donc chez Alltricks.com, qui est un site donc, spécialisé dans la vente en ligne de produits dédiés à l'univers du vélo, de la course à pied et des sports en plein air. Auparavant, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille dans le web. J'étais responsable marketing acquisition chez Vestiaire Collectif pendant 5 ans et demi. Et aujourd'hui, dans mon périmètre, j'ai principalement le marketing, donc acquisition, fidélisation, et également l'expérience utilisateur. Alors bonjour à tous, donc je suis Xavier Perret, je ne vais pas faire mon parcours parce que je pense que je suis le plus âgé d'entre nous là. Donc je suis directeur du digital du marché B2B d'Orange France. Donc j'ai à la fois 2 casquettes en fait. Moi je suis plus dans la transfo, c'est-à-dire que je suis à la fois, c'est une boutique et de la relation client pour nos clients B2B, donc qui vont des professionnels PME, TPE et plus grandes entreprises. Et puis la transfo, c'est-à-dire finalement je suis dans une entreprise qui est historique, qui est incumbent comme on dit, et qui passe d'un modèle où le digital est de plus en plus important. Et sur un marché B2B, on y reviendra, mais qui est peut-être plus difficile à adresser que le marché grand public, plus perturbé historiquement par beaucoup de choses sur les offres et l'usage de nos clients. Alors Xavier, garde le micro. Question très simple, c'est quoi la différenciation et la personnalisation dans le e-commerce? Alors, c'est une question large. Et je pense que, alors nous, on n'est pas un site de e-commerce de produits, donc peut-être qu'on aura des différences. Pour Orange, la boutique Orange pour les pros, c'est quoi? C'est finalement, je vends des forfaits, je vends des services, des accessoires, de la data. Pour nous, la personnalisation, c'est moins finalement... D'abord, sur le B2B, il faut arriver à les attirer. Donc la personnalisation, c'est arriver à les attirer sur le site, au-delà de nos offres. Donc on a une politique de brand content ou de contenu pour les attirer. La personnalisation, c'est surtout pour nous d'être là quand ça compte pour nos clients, c'est-à-dire dans ces moments de vie. C'est-à-dire être capable de les attirer au moment où, en gros, ils risquent de changer de forfait, en gros, on risque de changer d'offre, en gros, où ils sont pas satisfaits. Et finalement, voilà, on en reviendra sur les techniques là-dessus. Mais c'est pour nous plus de savoir les capter au moment où c'est important pour eux. Je fais un exemple, c'est le déménagement. Le déménagement, c'est un moment important où vous risquez de changer de provider. Voilà, pour le pro ou la PME, c'est pareil. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se fait en termes de personnalisation? Est-ce que, par exemple, Amanda ou Aurélien, qui vous voulez, qu'est-ce qui se fait? Est-ce que vous pourrez peut-être lister les différents types de personnalisation dans l'e-commerce? Les différentes façons d'en faire. La personnalisation, pour moi, en fait, elle est à 2 niveaux. Il y a la personnalisation que vous pouvez faire en front, c'est-à-dire sur les pages produits, et avoir un parcours client qui soit différent en fonction du client. Si vous arrivez à le reconnaître, vous connaissez ses cookies, vous savez qu'il est déjà client, donc vous allez vous proposer peut-être quelque chose de différent de quelqu'un qui serait un nouveau visiteur. Et puis, il y a la partie, donc ça se fait de différentes manières, soit avec des différentes pages produits, différentes offres, différents schémas. Et il y a la partie plutôt post-commande, où là, ça va être, nous, c'est surtout ce qu'on fait principalement, je dois le reconnaître. C'est plutôt post-commande qu'on travaille. Et c'est-à-dire qu'en fait, les relances push, les relances mail, les mots dans les commandes, enfin tous les contacts qu'on a en post-commande vont dépendre de est-ce que c'est la première commande, est-ce que c'est la deuxième commande,
quel a été l'intervalle entre la première et la deuxième commande, qui peut être un signe, par exemple, si le client a commandé en 2 semaines, première, deuxième commande, on se dit, a priori, il a une appétence importante pour le produit, et donc on va être un peu plus pushy dans les premières semaines suite à son acquisition. Bon, chez Alltrix, nous on est distributeur de produits, donc, et la personnalisation, c'est un peu le fantasme de tous les e-commerçants, c'est-à-dire pousser le bon produit au bon moment. Et pour tout ça, on utilise une liste de facteurs et de paramètres qu'on a à disposition. Le premier niveau de personnalisation qui peut paraître assez basique, mais c'est la traduction, puisqu'on distribue nos produits en fait dans plus de 60 pays différents. On a réalisé 80% de notre chiffre d'affaires l'année dernière en France, 20% à l'étranger. L'international étant tracté principalement par l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne aujourd'hui. Et le basique déjà dans le retail, c'est que quand on s'adresse à quelqu'un qui habite en Sicile au sud de l'Italie, on ne va pas forcément lui pousser les mêmes typologies de produits que quelqu'un qui va habiter par exemple au nord de l'Angleterre. Donc la situation géographique, ça a été le premier niveau de personnalisation qui a été mis en place chez Alltrix. Si vous vous connectez sur laconnexion.fr ou sur laconnexion.de par exemple, vous allez avoir une homepage qui va être différente, des mises en avant différentes pour tout un tas de raisons. Premièrement comportementales, donc ça peut être lié à la météo, ça peut être lié à la conjoncture également. Ça peut être lié aussi à ce qu'on pourrait appeler le patriotisme. En Italie, par exemple, les cyclistes italiens achètent 80% de produits italiens, de marques italiennes en tout cas. Et tout ça, ce sont des facteurs différents qui font qu'on est quasiment obligé aujourd'hui de personnaliser le contenu. Alors je ne dirais pas de toutes nos pages, mais en tout cas d'environ 20% de nos pages. Alors sur quoi est-ce que vous travaillez justement en ce moment en termes de personnalisation, Aurélien par exemple? Nous, on fait des produits personnalisés, puisqu'en fait, chaque commande est unique, puisque c'est les photos des clients. Mais après, pour ce qui est de la personnalisation, on va dire, du parcours client, je dois admettre très humblement, très modestement, que toute la partie front, nous, on change simplement les pages d'accueil et on fait évidemment de la traduction. Pourquoi? On s'est heurté à quelques difficultés. Parce que dans un monde idéal, en fait, chaque visiteur arriverait sur une page qui est différente et en fonction de ce qu'il veut, parce que comportementalement parlant, j'ai vu que c'était plutôt un homme, plutôt une femme, donc a priori les hommes achètent plutôt des tirages photos, les femmes achètent plutôt des albums, et donc je vais pouvoir pousser le bon produit à la bonne personne. Ça, c'est dans mon idéal. Mais dans la pratique, en fait, je pense qu'il faut avoir soit une DMP extrêmement bien foutue pour faire ça, soit une équipe de marketing qui soit extrêmement rigoureuse, parce que ça soulève un certain nombre de problèmes. En fait, si vous avez une page qui est différente en fonction du visiteur, c'est pas forcément bon pour votre SEO. C'est pas considéré comme de l'A/B testing, donc vous avez des URL dynamiques. Donc quid de votre référencement? Enfin, il y a un certain nombre de questions qui se posent et de la maintenance derrière. Nous, on vend dans 5 pays, on fait 45% du business à l'international. Donc on est en anglais, français, allemand, italien, espagnol. Donc il y a 5 URL à chaque fois pour chaque page. Donc il faut multiplier aussi par le nombre de parcours clients qu'on y met. Et on peut rentrer dans une sophistication qui peut être assez lourde à maintenir en marketing. Donc nous, la partie qu'on travaille énormément, c'est plutôt la partie post-commande. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le client, si c'est sa première commande, là on va tout mettre en œuvre pour dans les 2-3 premières semaines arriver à le faire revenir. Donc push, donc offre adaptée. Et on va aussi travailler sur la dimension quel device, avec quel device il a commandé, donc sur l'application iOS, Android ou sur le web. La dimension produit, quel produit il a acheté. Parce que nous on sait que s'il achète par exemple un album en premier achat, il a statistiquement, je ne sais pas, X% de chances d'acheter des tirages en deuxième achat. Donc on va plutôt lui pousser des tirages. Et enfin, si c'est un homme, une femme, on va pouvoir aussi affiner par rapport à ça. Et dernière dimension, c'est le pays. Ce que tu disais, les habitudes selon les pays ne sont pas les mêmes, les types de consommation. Par exemple, les magnets photos, ça cartonne en Allemagne. Donc ça va être plutôt quelque chose qu'on va pousser dans notre offre. Donc c'est les 3 dimensions qu'on va travailler, plutôt post-commande à notre niveau. Amanda, chez Croquetland, vous en êtes où? Alors, chez Croquetland, donc, pour vous contextualiser, on est une animalerie en ligne. Aujourd'hui,
il y a plus d'un foyer sur deux qui possède un animal de compagnie. Et cet animal-là, on en prend soin comme si c'était un membre de la famille. Donc aujourd'hui, à travers notre site, notre expertise vétérinaire et l'ensemble des produits, on va essayer d'accompagner les propriétaires d'animaux pour bien vivre avec leur animal, en prendre soin et les accompagner dans leur quotidien. Donc concrètement, sur notre site, comment ça se présente? On va proposer différents outils pour faciliter le quotidien. Donc, on a par exemple un calculateur de doses alimentaires qui, en fonction de l'animal, de son stade de vie, de sa croissance, de sa santé, de ses activités, on va calculer automatiquement la dose qu'il faut lui donner quotidiennement. On va avoir également des abonnements à l'alimentaire pour pouvoir recevoir automatiquement tous les mois ou tous les 3 mois la dose nécessaire pour son animal sans avoir à se soucier de passer commande. Et un autre point aussi sur notre site, chaque personne qui passe une commande ou qui crée un compte sur notre site peut renseigner une fiche animale sur laquelle il va pouvoir donner plusieurs informations, le nom de son animal, mettre même une petite photo pour pouvoir avoir une navigation personnalisée sur le site avec la photo de son animal. Et on va lui demander le poids, son stade de croissance, s'il a des allergies particulières, etc. pour pouvoir, du coup, nous, après, analyser ces données et pousser les bons produits au bon moment. Xavier, chez Orange. Alors, donc nous, d'abord, on ne vend pas des produits personnalisés. On vend des produits assez génériques. Quand on est sur le marché B2B, peut-être je vais vous raconter une petite anecdote justement. Quand on est sur le marché B2B, en gros, on tape du plombier au notaire, finalement, la plus grande entreprise. Donc, on n'a pas de spécificité marché industriel. Je suis sur un produit de mobile, un forfait mobile, un accès, la Livebox Pro, etc. Et en fait, il faut revenir à ce que le client il veut. Parce qu'effectivement, nous, on veut plus personnaliser parce qu'on se dit que ce sera plus efficace en termes de e-commerce. Mais déjà, notre client, il veut quoi? Et en fait, il veut 3 choses, pour tout vous dire. Il veut que le réseau il marche. Je fais simple, mais il veut qu'on soit efficace. Il veut qu'on soit efficient, c'est-à-dire que quand ça ne marche pas, il veut qu'on le résolve assez naturellement. Et puis le troisième point, c'est qu'il veut être reconnu. Alors pour la petite anecdote, il y a 1 an et demi, quand je suis arrivé sur ce poste, nous, quand on prenait reconnu, on se disait, en fait, il veut être reconnu parce que, bah oui, il crée de l'emploi. Effectivement, un pro, c'est pas n'importe qui, c'est pas, il crée de l'emploi, il a du temps, il a son business, c'est quelqu'un. Donc, finalement, on va lui faire des bons plans. On va personnaliser son expérience en lui faisant des bons plans. Bon, moi, j'ai testé. En fait, on me faisait beaucoup de recommandations sur des recommandations capillaires, pour tout vous dire, pour moi-même, parce que je l'ai testé moi-même, ce qui, évidemment, ne me convenait pas tellement. Et donc, ça montrait bien qu'on n'était pas dans le bon sujet. Reconnu, ça voulait dire pas personnalisé au sens, on va personnaliser des contenus, on va aller dans son industrie à lui. Moi, je ne suis pas compétent pour dire ce qu'il doit faire. En revanche, c'était vraiment personnaliser son expérience. C'est-à-dire finalement se dire, qu'est-ce qu'il y a de générique, le professionnel ou l'indépendant ou le créateur d'entreprise. Finalement, il a différents moments de vie. Et finalement, il faut qu'on soit là à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on puisse le reconnaître à ce moment-là, nous, pour finalement lui proposer des choses qui correspondent à ce moment de vie. Donc, par exemple, quand il crée une entreprise, il a des problématiques, probablement enthousiasmantes, probablement angoissantes aussi, qui sont différentes du moment où il veut se développer, des moments où il ne veut pas se développer, en l'occurrence. Certains indépendants veulent juste être indépendants. Et derrière, nous, on a des offres d'accès, c'est vrai, la Livebox Pro, etc., mais aussi un panel de services autour. Et donc, c'est ça qu'on a fait récemment, pour tout vous dire, on s'est plutôt associé à des services aussi, pour un peu en mécanisme d'affiliation, finalement, dont, alors je vais vous le dire, celui dont on est assez fier, c'est l'Endopolis, qui est dans la galaxie KissKissBankBank, qui propose des financements de prêts, en particulier pour les créateurs d'entreprises, pas seulement. Et donc on s'est aperçu que finalement, si on savait bien capter ces moments-là, finalement le client était content, parce qu'on était capable, nous Orange, en plus on est assez légitime, de lui proposer, de lui référencer finalement des choses qui faisaient sens pour lui, encore une fois, à ce moment-là. C'est-à-dire que ça n'avait pas de sens d'être au mauvais moment derrière. Et que du coup, ça nous rendait légitimes pour d'autres choses derrière. Voilà. Donc pour nous, finalement, la personnalisation, c'est ça. C'est le sujet du moment de vie derrière. Alors moi, j'ai une question. J'ai toujours pas compris qu'est-ce que c'est que la personnalisation automatique de contenu. Pourquoi est-ce qu'on parle d'automatique, Xavier? Alors moi, je ne parle pas d'automatique, donc je ne sais pas du coup. Mais, alors, je pense qu'il y a, je pense que tu l'as un petit peu évoqué, il y a un sujet métier, c'est-à-dire finalement, il y a un vrai sujet du je veux personnaliser quoi et pourquoi, et qu'est-ce qui fait sens pour mon client. Donc il y a une vraie connaissance métier. Ce que je vous raconte sur le pro, c'est beaucoup l'écouter pour se dire finalement, je suis pertinent à quel moment. Et puis ensuite, il y a des outils, probablement automatiques,
qui font que ce qu'on pose comme cookie finalement, ce qu'on pose comme tag dans nos différents sites, faut qu'ils se relient entre eux. Et donc par exemple, nous on a relié dans notre boutique pro, on a relié un certain nombre d'informations qui historiquement ne l'étaient pas par rapport à des outils. Donc je vous fais simple, on fait de l'A/B testing, on fait du feedback client, des formulaires de feedback client, on pose évidemment des tags pour avoir les comportements de nos clients, et on les relie entre eux, et ça nous fait finalement des systèmes de badge pour se dire finalement ce client-là, il a surfé de cette façon-là dans notre type de boutique, et donc je vais le recibler après parce que ça correspond à ce comportement, et en plus je sais qu'en feedback il est content, pas content, je sais qu'il a plutôt apprécié ce type de page ou ce type de page. Et donc la partie, on va dire, automatique, elle me semble liée au tag ou au mécanisme finalement technique derrière. En revanche, la partie métier, elle n'est pas du tout automatique. C'est justement une fonction métier de se dire, finalement, nous, ce client-là, on veut l'adresser à ce moment-là. Et c'est ça qui fait probablement la différence avec une autre boutique d'un concurrent autre télécom peut-être. C'est-à-dire la façon de l'implémenter au niveau métier, de se dire, je suis là à ce moment-là pour mon client, parce que c'est cette règle-là que je trouve, ça, je ne sais pas l'automatiser. Voilà. Aurélien, vous faites de l'automatique, vous ? Malheureusement non, parce que tout dépend un peu de la taille de votre business. Nous on a un business qui fait à peu près 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les business qui le font, ils utilisent typiquement des plateformes, on va dire type Neolan, et qui vont intégrer, c'est des mois et des mois d'intégration avec des parcours différents, qui vont se baser sur de l'analytics et qui vont définir des schémas en fonction du comportement des visiteurs. Est-ce que c'est la première visite ? Est-ce que ce visiteur il a passé plus de 25 secondes sur cette page en question? Est-ce que c'est sa deuxième ou troisième visite en une semaine sur cette page produit? Et à partir de là, donc c'est un paramétrage qui est quand même assez fastidieux, assez long. Et vous déterminez le fait que s'il est là depuis 20 secondes sur cette page produit-là, ça veut dire qu'il est intéressé. Donc je vais lui proposer 15-20% de réduction, les frais de port offerts, ce que vous voulez. Donc c'est encore une fois quelque chose, à mon avis, qui est assez lourd, qui pose quelques problématiques de SEO, qui pose aussi quelques problématiques pour le client qui est habitué, qui revient pour la deuxième, pour la troisième fois sur la page, et qui devient un client fidèle et qui a l'habitude de voir quelque chose et qui en fait, du coup, va tomber sur des pages différentes. Donc chez nous, à notre échelle, c'est pas encore possible. Nous, toute l'automatisation qu'on fait, elle est post-commande. Je sais, de façon anonyme, je vous rassure, les photos que vous avez chargées sur Cheers pour les imprimer. Donc si vous avez chargé principalement des photos de mariage, je vais savoir que probablement c'est un album photo qu'il vous faudrait parce que c'est la typologie de photos, c'est la nature de photos qui fait que j'ai un produit associé avec. Donc c'est plutôt nous en réaction à ce que vous faites, à votre commande ou à l'input que vous me donnez, que je vais pouvoir là faire quelque chose de personnalisé. Johan. De la même façon, l'automatisme complet, c'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui. En revanche, par rapport à adapter le contenu, par rapport à la localisation géographique, on dispose donc par extension d'un logiciel de merchandising qui permet effectivement de faire remonter, par exemple, les produits les plus consultés, les produits ayant recueilli le plus d'avis clients, les meilleures ventes en fonction de la localisation d'un périmètre géographique. On utilise un logiciel qui s'appelle Sparko. Et on est en train d'intégrer donc un nouveau CRM. On passe là bientôt avec Salesforce. Et on va connecter justement Salesforce à Sparko pour essayer justement de pousser un petit peu plus loin le niveau de personnalisation. Mais à cela s'ajoute un nouveau frein, c'est-à-dire que sur la personnalisation pure du site internet, on a seulement 20% de notre trafic qui navigue étant logué. Donc, ce qui veut dire que pour les 80% de nos visiteurs, c'est-à-dire la majorité, on restera sur le modèle qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Amanda, vous faites de l'automatique, vous ? Alors nous, on est dans la même configuration que Allstrick, donc on a principalement des outils, on utilise Merchandising.io pour faire remonter les produits les plus consultés, les meilleures ventes, etc. Aujourd'hui, notre problématique, comme nous sommes dans un domaine de santé médicale avec des produits qui peuvent impacter la santé de l'animal, notre problématique aujourd'hui, il est qu'il est difficile de pouvoir proposer du conseil, orienter les clients sur un produit type quand l'animal a une pathologie, parce que
chaque animal, comme chaque être humain, réagit de façon différente au produit. Donc aujourd'hui, notre problématique, elle est là, c'est comment on peut mettre en avant notre expertise vétérinaire avec les informations qu'on collecte sur notre site, sans pour autant mettre en danger l'animal. Donc il faut trouver ce juste milieu-là. Alors, quels sont les différents axes d'évolution sur le content, Aurélien? Je sais que tu m'avais parlé de partenariat. Est-ce que tu pourrais revenir dessus? Ouais, pour le coup, c'est pas directement lié à la personnalisation, mais c'est vrai que nous, on a une grosse partie de notre marketing, parce que c'est, pour le coup, une grosse partie de la personnalisation peut être faite via le marketing. C'est-à-dire qu'en fonction du pays, la page Facebook espagnole, française, anglaise, allemande, on va pas poster les mêmes choses. Et par email, on va pas proposer les mêmes offres. Et nous, on s'appuie énormément sur des partenariats pour arriver à faire à augmenter la visibilité de Cheers, parce qu'on est sur un business en B2C pour le coup, donc on a besoin de notoriété. Donc on a fait un partenariat avec Transavia, la compagnie aérienne, où on a fait un jeu concours où les gens, en gros, se prenaient en photo en faisant l'avion, et à partir de là, ils gagnaient leurs photos qui étaient stickées sur l'avion. Donc là, on a un avion qui vole jusqu'au mois d'octobre avec des photos de clients qui sont imprimées dessus. Donc c'est quelque chose d'assez participatif, de sympa, un peu waouh. J'ai ma tête, c'est un ego trip assez poussé quand même, hein. J'ai ma tête sur un avion, c'est marrant. Et on a un partenariat avec l'Occitane en ce moment, on en a avec Petit Bateau qui arrive. Et tous ces partenariats nous permettent en fait de créer quelque chose, de raconter une histoire, de créer du contenu autour, et du coup d'avoir quelque chose à dire. Et pas simplement dire, moi ma conviction, mais ça n'engage que moi, c'est qu'on ne peut plus faire comme il y a 15 ans, je te balance un code promo et viens parce que je suis moins cher et parce que c'est bien. Il faut apporter une dose d'éditorial et de service et d'intelligence au e-commerce, je pense, en 2017. Et donc pour toute la partie éditoriale, création de contenu, photos, vidéos, nous on met énormément de temps, énormément d'argent là-dessus pour faire du contenu qualitatif, pour proposer quelque chose et que les gens aient la curiosité d'aller regarder ce qu'on fait. C'est notamment, je pense, le cas avec les pubs Facebook où c'est plus du tout une phrase de 70 caractères qui dit achète magnet moins cher sur Google. Ça va être quelque chose où le gars il est sur Facebook, donc il est en train de chatter avec ses copains, il regarde des photos, il n'a pas tapé magnet photo. Donc en fait il faut arriver à susciter son intérêt. Et c'est via des vidéos, via des photos, via du contenu. Xavier, les axes d'évolution sur le content? Ouais, alors, il y en a deux. Le premier, nous, historiquement, donc, si vous regardez le portail pro, qui est orangepro.fr, on a pas mal de contenu historiquement autour du développement des pros, comme je disais, de l'accompagnement des pros. Ça reste vrai, c'est-à-dire qu'on a 2 millions de visiteurs uniques par mois sur le portail pro, donc ça reste un vecteur d'attraction. Ce qu'on est en train de développer, effectivement, c'est plutôt, comme je disais, une palette de services autour qui correspondent, on va dire, en particulier à des nouvelles générations d'entrepreneurs, je vais le dire comme ça, ou des indépendants. J'ai parlé de KissKissBankBank, on en aura d'autres prochainement, pour justement venir alimenter finalement la machine. C'est un vecteur d'attraction. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, d'abord, nos clients, Orange est connu quand même en France. Quand on a plus de 2 millions de clients pro PME, c'est une cible pas facile à attirer. Orange est légitime. Donc on est beaucoup sollicité par nos clients sur plein de choses, qui vont de choses qui sont relatives à la relation client Orange, comment j'active une carte SIM, comment je change mon code PUC, à des choses qui sont sur le marché entreprise. Mon PABX s'est planté parce que Windows 10 a fait je sais pas quoi, ou un ransomware quelconque. Et donc on s'est aperçu qu'en fait, il fallait qu'on réponde à ces questions-là, plutôt sous la typologie assistance. On préférait quand même qu'ils trouvent la réponse facilement sur le digital. Et d'ailleurs, c'est un vecteur d'audience, finalement, plutôt que de nous appeler pour savoir quoi faire. Et donc finalement, les meilleurs contenus de ça, ils sont faits par l'interne. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu que des experts qui répondent au téléphone, à un moment donné, au bout de 10 questions, ils se disent c'est toujours la même question. On leur a dit on va vous donner des outils et puis vous allez on va mettre en ligne directement une espèce de slide share finalement disponible dans la rubrique assistance. Donc finalement ça vient alimenter avec une bonne politique de SEO finalement de référencement derrière. Finalement c'est un bon drive de trafic aussi derrière. Johan, la personnalisation de promo, est-ce que ça te parle? Oui, alors c'est un test qu'on va mener d'ici la fin du mois, avec un partenaire qui s'appelle Lucky Cart. Historiquement, en fait, Ultrix avait une politique commerciale assez agressive, justement, de code promo, je dirais, un peu à tout va. Et on entre aussi de plus en plus dans une stratégie de création de contenu. Donc, notamment, nous avons des partenariats avec des événements forts, comme le Marathon de Paris ou l'étape du Tour de France, sur nos univers principaux.
Mais en parallèle de ça, on continue toujours à proposer des promotions, donc soit pour fidéliser, soit pour recruter de nouveaux clients. À partir de là, en fait, on avait une problématique assez forte en tant que distributeur, comme beaucoup de retailers, c'est-à-dire que certaines marques premium étaient assez réticentes à ce qu'on, vulgairement, je dirais, à ce qu'on brade leurs produits sur Internet. C'était toujours la double problématique entre conserver leurs clients historiques, c'est-à-dire les retailers physiques ou brick and mortar, et signer des contrats avec des pure players comme nous. Et donc, nous, d'un côté, on doit faire très attention donc, à préserver une bonne image avec une bonne image de la marque, à préserver une politique de prix qui soit en ligne avec la politique tarifaire qu'elle applique sur le réseau physique. Et donc, on essaie toujours de trouver des compromis ou de trouver des mécaniques les plus subtiles possibles, en tout cas, pour essayer de contenter tout le monde. On a mis en place un partenariat avec une société qui s'appelle Lucky Card il y a un peu plus d'1 an et demi. Et on est passé sur une mécanique qu'on appelle le promo gaming. C'est-à-dire, le principe est assez simple. Au lieu de dire je fais moins 10% sur la marque X, par exemple, on va inciter les visiteurs à participer à un jeu concours où ils auront une chance sur 10 de gagner leur panier qui contient au moins un produit de la marque X. Finalement, en termes financièrement parlant, ça revient exactement au même en fait, faire 10% sur tous les paniers ou faire gagner un panier sur 10 en partant du principe qu'on a un panier moyen qui oscille très peu, qui est autour de 100 euros. Et la vertu principale, c'est qu'en termes d'image, ça avait déjà moins cette image de réduction à tout va vis-à-vis des marques, vis-à-vis de nos partenaires ou distributeurs internationaux avec qui on pouvait travailler. Et donc ça, c'est la première chose qu'on a mis en place pour contourner un petit peu la mauvaise image que véhiculent les codes promo. Ce partenaire aujourd'hui donc, nous propose de réaliser un nouveau test qui s'appelle donc le promo matching. Donc là, ça fait 1 an et demi en fait qu'on a cumulé tout un historique de commandes sur plus de la moitié de nos clients qui ont déjà participé au moins une fois à ce type de jeu concours. Et on part du principe qu'en analysant en fait l'historique du parcours d'achat, l'historique d'achat de chaque client, à chaque fois, la question qu'on se pose quand on veut lancer une opération commerciale, c'est quelle part incrémentale ça génère vraiment. C'est-à-dire, est-ce que j'aurais fait 5% de moins si j'avais pas fait de code promo? Est-ce que j'aurais fait exactement le même chiffre d'affaires? Je pense que c'est toujours ça qu'on rêve de savoir. Donc, on peut toujours mener des A/B tests, mais on connaît tous les limites des A/B tests. Pour réaliser un vrai A/B test, c'est toujours compliqué, surtout sur des codes promo, à part en emailing, où c'est peut-être un petit peu plus simple. Et donc là, ce qu'on va essayer de proposer, en tout cas, c'est d'adapter, d'avoir un panel de 20 ou 30 offres différentes sur notre site et qui s'adapterait justement à l'historique d'achat de chacun des 20 segments qu'on aura définis en amont. C'est-à-dire que Monsieur X sera peut-être plus susceptible à une promotion en euros, c'est-à-dire que ça va peut-être plus lui parler de lui dire 10 € offerts sur votre première commande versus 15% par exemple. D'autres personnes seront plus susceptibles à participer à un jeu quand on leur proposera de gagner 10 000 € par exemple, ou une chance sur 10 de gagner son panier, une chance sur 20, une chance sur 5, etc. etc. Donc ça, c'est le niveau de personnalisation, je pense, le plus abouti qu'on saura proposer d'ici quelques semaines. Et on a pas mal d'espoir en ça, donc on attend de voir ce que ça donne. Voilà. Alors, autre question, sur quel support est-ce que vous captez de la data en amont pour pouvoir la traduire derrière, Amanda, par exemple? Alors, nous, c'est principalement notre site internet, mais également aussi des data plus au niveau en interne, aussi, au niveau de notre service client, puisqu'aujourd'hui, en tant qu'expert vétérinaire, on a énormément de nos clients qui nous appellent avant de passer commande pour qu'on les aide à choisir le bon produit. Donc là, on va collecter, c'est là aussi qu'on collecte des informations. Alors, c'est moins de la data, c'est plus des conversations et on prend en compte énormément les retours de nos clients via nos services clients. On a pour projet également de développer une application liée aussi avec des objets connectés, puisque les objets connectés se développent de plus en plus pour les animaux de compagnie. On va avoir les caméras, les colliers qu'on met autour de son chien pour pouvoir suivre sa fréquence cardiaque, s'il aboie quand on n'est pas là, etc. Et cette application matchée au site internet et à la fiche client
que nos clients, la fiche animale que nos clients vont remplir, on va pouvoir du coup à travers cette application-là collecter beaucoup de données et là aussi proposer du coup en push ou via des emailing ou d'autres supports les bons produits ou les bons conseils aussi à travers notre blog, puisqu'on travaille beaucoup le contenu à travers des conseils vétérinaires pour répondre à des questions simples, comment préparer son chien à l'arrivée d'un bébé par exemple. Toutes ces données-là, on va essayer de les coupler pour proposer de l'information, du conseil et les produits adaptés. Aurélien, sur quel support est-ce que vous collectez de la data ? On collecte sur notre site et nos applications iOS, Android. On collecte sur notre service client Zendesk et on collecte aussi en post-commande. On demande un avis au client et on essaie de croiser tout ça. Et à partir de là, il y a, on va dire, l'application c'est intéressant parce que on a le lieu où sont les gens. Donc en l'occurrence, nous on sait que les gens ils commandent plus quand il pleut et ils commandent plus le dimanche et le lundi par exemple. Donc une fois qu'on a ces infos-là, ça peut nous permettre soit de manière artisanale de se dire bon bah là il pleut, je vais envoyer un push à tout le monde en disant restez bien au chaud dans votre canapé, commandez votre album photo, c'est le bon moment. Soit je vais essayer de le faire de façon un peu programmatique en fonction de là où il fait beau, là où il pleut, etc. Et là on est en train de discuter avec des plateformes pour mettre ça en place. Mais je reviens juste 2 secondes sur la partie stratégie de contenu. Je pense fondamentalement que dans le e-commerce, avoir une stratégie de prix, c'est plus possible, c'est terminé, puisque les gens en 2 secondes ils peuvent switcher de page et aller sur un autre site, et en fait tout le monde va s'undercutter jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit le moins cher et qui du coup ne gagnera pas d'argent. Donc c'est facile à dire, pardon. Nous, notre stratégie, c'est de dire, on va développer une marque. On va développer vraiment quelque chose où les gens, ils viennent pas seulement pour le prix, mais ils viennent pour le produit, ils viennent pour ce qu'on a, ils viennent pour ce qu'on dit, ils viennent pour ce qu'on propose. Et c'est là-dessus que on arrive, je pense, à attirer des gens avec un coût d'acquisition qui est raisonnable. Parce que les coûts d'acquisition clients en B2C, je ne sais pas s'il y en a qui font du B2C ici, mais ils ont explosé ces 3 dernières années. Il y a... Je ne sais plus qui m'avait donné une stat, qui m'avait dit qu'il y a entre 20 et 30% des levées de fonds en Europe qui vont directement, dans les 2-3 premières années, chez Facebook et chez Google. Donc dès qu'il y a une levée de fonds qui est annoncée, c'est Google et Facebook qui se frottent les mains, puisque on est obligé de faire de l'acquisition et ça coûte très cher. Donc c'est une alternative. Il faut quand même faire de l'acquisition, mais une des alternatives, c'est de proposer quelque chose qui suscite de l'intérêt avec une marque. Alors je suis pas d'accord avec ce que tu dis, donc je vais rebondir parce que évidemment Orange c'est rarement le moins cher, donc je peux dire nous on est une marque premium finalement, on le revendique, c'est-à-dire que je suis convaincu que la surveillance, moi je suis pas e-commerce pur de produits, donc c'est un angle différent, mais effectivement notre stratégie de contenu et tout ce qu'on fait correspond effectivement à légitimer, à continuer à légitimer une aura de marque et de positionnement, d'accompagnement des pros comme je disais, sur le B2B, c'est vrai aussi sur le B2C, ceci étant sur d'autres aspects, qui durent, qui restent finalement sur la durée, qui ne bougera pas. Il y a 3 éléments pour lesquels un client il achète, il choisit son opérateur. Hein. Et ça, c'est en général dans l'ordre diffère, mais globalement, c'est d'abord le réseau, c'est la relation client et c'est ensuite le prix. Donc tout notre sujet, effectivement, de positionnement, et c'est pour ça qu'on est plus sur les moments de vie de nos clients finalement. C'est finalement d'abord le réseau. Bon, il est global, donc on investit dans notre réseau. On est là, on investit dans le réseau, dans les moments de vie de nos clients aussi, hein, dans le TGV, etc. Mais la relation client, du coup, ça, et toute cette aura sur l'accompagnement sur la durée des pros, c'est sur lequel on investit le plus. Et donc la stratégie de contenu est la conséquence de ça, finalement, derrière. Après, la difficulté qu'on a, c'est que les comportements de nos usagers changent, que nous, on ne fait pas de code promo, ça n'a pas de sens. On a fait, pour tout vous dire, un jeu concours sur les pros l'année dernière, partagé, je suis assez transparent, sur l'UEFA. Où pareil, on avait un petit bonhomme, on mettait à la place du footballeur, etc. Ça a été un four. Ça n'a pas marché du tout. Pourquoi ? Parce que d'abord, je pense que c'est pas notre positionnement, que finalement l'animation de jeu, ça n'anime pas tellement nous notre boutique, qui est plutôt sur la durée. On est plutôt sur une saisonnalité. Nous, en fait, on est des saisons où on a des objets connectés qu'on vend, des accessoires, des smartphones, voilà. Et donc, ça correspond pas à notre univers, ça correspond pas à la récurrence de nos clients. Mais on a testé, et donc on a appris. Vous faire un autre exemple, c'est ce qui s'appelle la PIF, comme ça, la prise d'intérêt fibre. C'est-à-dire, vous savez, nous, on essaie de vendre de la fibre,
y compris pour les pros évidemment, la fibre pro. Et le client il peut dire j'aimerais bien avoir la fibre, donc je mets mon numéro et puis vous êtes catalogué et puis à un moment donné on vous appelle pour dire ça y est vous êtes éligible. Les techniques au début qui marchaient super bien depuis 2 ans, c'était dès que vous êtes éligible à la fibre et qu'en plus vous avez fait une prise d'intérêt, en fait on vous appelle ou sur le digital on fait quelque chose et ça marche tout de suite. La conversion était juste géniale. Donc c'était assez simple. La difficulté, c'est que maintenant, en fait, le frein est ailleurs. C'est-à-dire que les gens, ils ont fait une prise d'intérêt fibre, et puis en fait, où on les appelle d'ailleurs, ou dans le digital, et puis on s'aperçoit qu'en fait, ils convertissent moins. Pourquoi ? Parce que le frein devient différent. À la fin, le vrai frein, je vais vous dire, c'est souvent parce que vous avez peur d'avoir des travaux à faire dans votre maison. C'est souvent le premier frein. Finalement, ça marche aujourd'hui, j'ai la DSL, ça me suffit bien. Si j'ai un technicien qui vient et qui va me foutre une saignée, si ça se trouve chez moi, je ne vais pas le faire. Et donc finalement, les techniques du coup pour rassurer le client deviennent différentes. Les messages et les parcours sont différents. Et donc on apprend petit à petit. Donc on est obligé de tester. Voilà. Et donc on est obligé de tester en cohérence avec un positionnement stratégique plutôt premium derrière. Mais par contre, moi, mon message sur la personnalisation du contenu, c'est qu'il faut tester. Je dis souvent, pour trouver son prince, il faut embrasser plusieurs grenouilles. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire aussi. On a le droit derrière. Est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact sur votre chiffre d'affaires de la personnalisation, Johan ? C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire pour vraiment mesurer l'impact et l'incrémental, il faudrait vraiment A/B tester proprement. On mène beaucoup d'A/B tests, en moyenne je pense 5 en permanence sur le site, mais calculer la vraie part incrémentale, c'est toujours un exercice un peu périlleux, délicat, donc j'ai envie de dire, sur certains indicateurs, c'est un petit peu plus facile que sur le chiffre d'affaires, qui est le cœur un peu de tout. Donc sur le nombre de pages consultées, sur le taux de rebond, sur ce genre de choses, je pense que c'est plus facile à mesurer, et puis c'est aussi moins compliqué de croire que c'est fiable. Et autant sur le chiffre d'affaires, c'est toujours un peu plus complexe, parce qu'on peut faire parler les chiffres et faire dire tout et son contraire à un A/B test, donc voilà. Aurélien, est-ce que vous arrivez à mesurer donc, sur votre chiffre d'affaires l'impact direct soit de la personnalisation, soit des recommandations ? Bof. Franchement, c'est assez difficile à estimer. Pour la recommandation, on a un programme de parrainage assez classique, donc on regarde un peu combien ça génère de revenus. Et puis on essaie de calculer à partir de notre NPS, donc nos ambassadeurs, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter comme nouveaux clients en les sollicitant. On les appelle nos power users, donc les utilisateurs qui sont très fréquents. On va plus les mettre à contribution que les autres en leur demandant de partager leur code de parrainage ou alors de partager des nouveautés, etc. Mais c'est hyper difficile à dire. Ce que je peux mesurer, c'est plutôt la sorte de code de popularité. Et ça, je la mesure, c'est vraiment en discutant avec des clients, en discutant avec des gens, en faisant des focus group, en faisant venir des gens. Là, je vais avoir des gens qui vont me dire « Ah, cette opération, on l'a vue, elle était très visible, elle était très sympa ». Ou alors, au contraire, des gens qui disent « Ça, j'ai pas trop aimé ». Enfin voilà, c'est vraiment mesuré comme ça. Alors, on va parler un petit peu d'hyper-personnalisation. Tout à l'heure, tu le disais, Aurélien, l'idéal, c'est d'avoir un contenu adapté à chaque utilisateur. Est-ce qu'il n'y a pas, finalement, aussi un peu un frein à l'hyper-personnalisation ? Est-ce que ça ne devient pas intrusif dans la vie des gens à force ? Si, ça peut. Moi, j'ai des gens tous les jours qui me disent « Ah, tes pubs, j'en peux plus ». Et je leur dis « C'est pas moi, c'est Criteo, en fait, qui, en fonction de votre comportement, il sait que vous êtes venu sur le site, donc il va vous retargeter. » Je pense que l'hyper-personnalisation, si vraiment, moi qui, pour le coup, est un réceptacle des photos des gens, les photos, c'est l'intimité des gens, c'est leurs enfants, c'est leur mariage, c'est des moments de la vie qui sont importants. Si je m'en sers de façon explicite pour arriver à vendre des produits et que... voilà. Nous, ce qu'on fait typiquement, c'est qu'on envoie un email quand les gens ont lâché le processus dans la sélection de photos. Quand ils sont partis, on va leur envoyer un mail une semaine après avec une de leurs photos en disant « Hello, t'as vu cette photo que t'as choisie ? En fait, elle serait super bien dans ton salon ou dans un album photo. Donc, pour reprendre ta création, c'est ici. » On a eu quelques personnes qui nous ont dit « Ah, quand même, c'est mes photos, comment vous les avez vues, etc. » Parce qu'ils croient qu'on envoie le mail à la main. Mais sinon, globalement, les gens, à 99%, ils savent qu'on a un service d'impression de photos
et ils sont là pour ça, donc il n'y a pas trop de sujets. Mais je pense qu'il y a il y a quelques années, c'était quand même assez à la mano. Moi, j'avais pris un advisor en marketing au début de Cheers, et je lui avais fait le parcours, et puis à la fin, il était arrivé, je me souviens, ça m'avait marqué, et en voyant la page de paiement, il m'a regardé, il m'a dit « plus de cadenas, faut plus de cadenas ». Parce que donc pour de la réassurance au niveau du paiement. Et donc c'était hyper intuitif. Et je crois aujourd'hui que l'idéal de la DMP, je connais très très peu de boîtes qui aujourd'hui arrivent à faire cette hyper personnalisation du parcours client en tout cas. Johan. Oui, je suis d'accord aussi. Dans l'hyper-personnalisation, non, enfin, je connais très peu aussi d'entreprises qui la pratiquent. Après, je peux en comprendre les limites. Si jamais on devait essayer de s'en approcher chez Alltrix, ça serait, j'imagine, un peu moins, enfin, j'allais dire un peu moins sensible, dans la mesure déjà où on est un distributeur et qu'on s'adresse à une population core. On s'adresse essentiellement à des passionnés de VTT, de BMX, de course à pied, trail. Donc l'hyper-personnalisation, ce serait peut-être leur pousser les produits les plus à même de leur correspondre. C'est un petit peu moins délicat que de pousser des produits personnalisés avec des photos, avec ce type de contenu. Encore une fois, on en est quand même assez loin de l'hyper-personnalisation. On est plutôt dans le one-to-many que dans le one-to-one aujourd'hui. Et bien entendu, il y a pas mal de limites à ça, je suppose, même si en fonction des produits qu'on souhaite acheter, je pense que ça peut être plus ou moins bien vécu. Quand il s'agit de produits de grande consommation, on peut le voir, c'est un petit peu l'impulsion que prend Amazon ces derniers temps sur comment faire ses courses. Je pense que hyper personnaliser un panier, quand on a pour habitude d'acheter tout le temps un paquet de Kiri et puis une boîte de lessive, ça sera, je pense, toujours mieux vécu et on en appréciera, je pense, la praticité, autant sur des sujets bien plus personnels, sur des achats émotionnels, plus d'impulsion, ça sera forcément peut-être un peu plus compliqué. Xavier, en tant qu'expert de la data, petite question, est-ce que vous êtes chez Orange encore dans le big data ou vous arrivez à faire du smart data? Et est-ce que vous arrivez surtout à faire de l'analyse prédictive? Alors, oui, alors d'abord, donc nous on est beaucoup dans la relation client, c'est-à-dire que la différence, effectivement, on n'est pas qu'un site de e-commerce, donc on a des problématiques de relation client pure, c'est-à-dire qu'à la fois nos clients interagissent avec nous fortement, comme je disais, sur l'ensemble des canaux, hein, y compris physiques, boutiques, mais aussi digitaux. Et puis aussi, on fournit un service qui a une relation avec le client, de facto, puisque vous avez un réseau, etc. Donc c'est vrai qu'on dispose potentiellement, théoriquement, d'un certain nombre de données fortement. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de les utiliser, qu'on le fait, qu'on est assez sensible, on est très ambivalent sur ce sujet d'hyper-personnalisation, de personnalisation, parce qu'en fait, on a aussi, enfin, la sensibilité des gens est très différente. Selon ce qu'ils vivent ou pas, ce qu'ils veulent vivre ou pas. Je vais vous faire juste un exemple là-dessus, et puis je vais revenir à ta question. Sur la prise d'intérêt fibre dont je parlais, on a testé un client qui avait déjà fait une prise d'intérêt fibre, donc il le sait, il a dit à Orange, en gros, voilà, je suis prêt à être recontacté si je suis éligible à la fibre. Et en fait, suivant la population, pour deux personnes différentes qui avaient fait une prise d'intérêt fibre, certains on les a rappelés tout de suite, ils ont dit ah bah c'est génial, bah oui au moins vous m'avez écouté, et puis d'autres qui ont fait ah bah non pour moi je l'avais fait juste une fois, j'avais pas compris que vous gardiez l'information. Donc on a une vraie sensibilité aux clients, surtout quand nous Orange on est dans la vie des clients en fait indirectement et qu'on est assez invisible puisque le réseau est invisible. Sur le big data du coup on a la même dynamique qui est oui on sait faire plein de choses qu'on fait plutôt de façon anonyme. C'est-à-dire, historiquement on le fait d'ailleurs, c'est-à-dire que pour maîtriser un réseau, pour l'améliorer, pour savoir où investir, bah oui, il faut utiliser des données et puis il faut prédire où les gens vont consommer des données. Alors, c'est pas très compliqué de se dire dans les stations de ski, il faut qu'on investisse ou dans les TGV, mais quand on optimise au jour le réseau, bah oui, en fait, on fait du big data et du prédictif pour savoir en gros où sont nos flux de trafic, où ils vont être tendanciellement dans les années à venir. Quand on construit le grand Paris autour, bah forcément, quelque part, on anticipe et on regarde les patterns de flux de trafic. Quand il s'agit de personnaliser les services par produit Big Data, oui, on commence à tester des choses intéressantes en fait, mais encore une fois, on est très sensible sur la demande de nos clients, sur une base d'opt-in assez forte. Nos clients B2B, ce dont ils ont envie, c'est d'être prévenus s'il y a un problème, voire qu'on anticipe le problème. C'est-à-dire, comme je disais au début, finalement, ils attendent quoi? Que le réseau il marche, s'il ne marche pas, qu'il soit résolu. Donc en fait, dans les use cases où on est capable de prédire, et on peut le faire, que la qualité de service est dégradée, elle n'est pas tombée. Quand elle est tombée, c'est facile, il faut la réparer.
il faut trouver comment la réparer. Mais quand elle n'est pas totalement tombée, quand la qualité de service est dégradée, en fait, on sent bien que certains clients, plutôt B2B d'ailleurs, ont envie qu'on s'occupe d'eux. C'est-à-dire qu'on sache que la qualité de service s'est dégradée et qu'on se dise je vais prendre des actions correctrices pour finalement le résoudre. Et ça, c'est une vraie valeur client sur le coût d'expérience client. Et ça, effectivement, on commence à avoir des choses de ce type-là derrière. Amanda, est-ce que vous faites un peu d'analyse prédictive? Alors nous, au sein de nos structures, de notre petite structure Croquetland, non. Après, on s'appuie sur les équipes Carrefour, l'IT de Carrefour, pour pouvoir du coup analyser un peu plus les données. On est en train de mettre en place un outil de prédiction des ventes. Voilà. Aurélien, vous arrivez à faire un peu d'analyse prédictive de données? On en fait un peu. Le prédictif, nous, qu'on fait, c'est encore une fois post-commande. On sait le temps qu'il y a entre le temps moyen entre la première et la deuxième commande, entre la deuxième et la troisième, et entre la troisième et la quatrième, etc. Et on sait que le temps moyen entre la première et la deuxième commande, par exemple, je crois de mémoire, c'est 35 jours. Donc entre 30 et 40 jours, c'est le moment où on va vous solliciter parce qu'on sait qu'il faut se rappeler à votre bon souvenir. C'est une des choses qu'on fait. Johan? À peu près la même chose qu'Aurélien. C'est-à-dire que c'est pareil, on analyse un peu l'historique d'achat, le comportement, et on va déclencher des actions qui y sont associées, mais pas de manière automatique. C'est-à-dire qu'il y a un business analyst qui nous a rejoint donc en fin d'année dernière, qui mène pas mal d'études à ce niveau-là, et c'est grâce à ces analyses qu'on va justement essayer d'adapter, nous, notre stratégie derrière d'acquisition ou de fidélisation. Ça peut être justement en analysant le churn et en déclenchant des actions associées, mais également juste en calculant, je pense que beaucoup font aussi, la lifetime value, et en recalculant une sorte de coût d'acquisition qui serait basé non pas sur le chiffre d'affaires de la première commande ou de la prochaine commande, mais sur la valeur du client au sein de toute sa vie de client chez nous. Voilà. Alors moi j'ai une autre question qui est une thématique qui va être abordée un peu plus tard dans la journée sur le e-commerce connect, qui concerne les bots. Est-ce que vous réfléchissez chacun dans vos entreprises à mettre en place un système de bots? Xavier? Alors, comme c'est la mode, n'est-ce pas? Alors, oui, évidemment. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a annoncé Jingo pour Orange Bank. C'est un bot, en fait, de relations clients sur la banque, donc là, plutôt consumer. Sur le B2B, on est en train de le lancer, en fait. Alors, je précise juste un petit peu pourquoi on ne l'a pas fait avant, surtout. Parce qu'il faut qu'il réponde à un problème client. Donc, lancer un bot juste pour lancer un bot n'a pas tellement de sens. Que l'efficacité, la plupart des bots sont plutôt stupides, pour le dire. C'est qu'on n'a pas trouvé encore la façon facile de faire des bots intelligents, donc, et qui apprennent automatiquement, etc. Je pense que c'est compliqué en termes de relations clients, ça dépend beaucoup du métier, du processus. Par contre, on va le lancer sur l'assistance du marché pro-PME dans quelques jours, semaines. Alors, pour répondre à quel problème? Celui que je disais en fait tout à l'heure, c'est-à-dire un client, il nous appelle beaucoup, il cherche pas mal d'informations qui sont plus ou moins liées à Orange, encore une fois. Pourquoi? Parce que on est attrapable, j'allais dire, plus que d'autres peut-être. Et donc du coup, la promesse, c'est vraiment, je trouve facilement la réponse à ma question. Relatif à ma Livebox est tombée, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je la reboot, comment j'active une carte SIM, comment je change mon code PUC, etc. Et donc là, le mode conversationnel d'un bot peut peut-être répondre à cette problématique-là, versus une somme de FAQ ou des tutoriels vidéo, etc. Voilà. Et donc c'est dans ce sens-là que nous on développe, encore une fois finalement en faisant un gros A/B testing, c'est-à-dire si c'est plus efficace, si le client il est plus content à la fin, s'il trouve la réponse à sa question, on a un bon bot. Sinon, on l'enlèvera et puis on cherchera d'autres modes. Johan, concernant les bots? Alors le bot, nous, c'est pas dans les tuyaux à court terme. Après, il ne faut jamais dire jamais, mais nous, on fait appel à une autre solution plus communautaire qui s'appelle Autant, qui en fait on propose à nos meilleurs clients ambassadeurs de répondre eux-mêmes donc aux visiteurs de notre site. L'avantage encore une fois, c'est qu'on est sur un marché core, donc de passionnés encore une fois. Donc même un bot, ça serait assez compliqué à paramétrer finalement, parce que rien qu'une fourche de VTT sur une même marque, un même modèle, il va y avoir peut-être 10 ou 15 variations différentes. Et je pense que le temps de paramétrer le bot, on aura déjà eu le temps de répondre à la question en direct. Donc non, c'est pas prévu. Et puis on essaie justement de capitaliser sur ce côté humain. On a pas mal d'ambassadeurs, je pense, qui est directement lié au fait qu'on s'adresse encore une fois à des passionnés. Et pour l'instant, ça fonctionne très bien aussi. Voilà. Aurélien, chez Cheers. Nous, on a un bot Messenger qu'on a lancé
je sais plus, il y a à peu près 1 an. Et au moment où on l'a lancé, on avait fait une arborescence assez sophistiquée où on essayait de répondre à un maximum de questions. Et on a un peu fait machine arrière là-dessus, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient un peu frustrés, puisque on ne peut pas avoir la réponse à tout malheureusement. Et donc maintenant ce qu'on fait, c'est que soit c'est une question assez basique, vraiment simple, et on va vous donner la réponse avec le bot, soit on va vous orienter en disant on va vous recontacter. Et la démarche, moi ce que je trouve intéressant, c'est pour le coup de faire un pont entre le bot et la FAQ, qu'en fait à partir des mots-clés qui sont tapés dans la question de la personne, on puisse aller directement pinguer notre FAQ et faire remonter les réponses associées. Donc c'est ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment, puisque dans le e-commerce, grosso modo, 50% des demandes, c'est ce qu'on appelle des WISMO, Where is my order? Donc dès qu'on voit le mot livraison, où est ma commande, on peut à ce moment-là faire remonter les informations liées à la commande de la personne, et c'est surtout ça qu'on va mettre en avant là. Amanda. Alors nous, non, ce n'est pas dans nos projets. On a toujours cette problématique métier, vétérinaire, l'aspect humain et l'affection aussi qu'ont les propriétaires d'animaux pour leur animal. Et à ce jour, on ne pense pas qu'un bot puisse se substituer au conseil d'une assistante vétérinaire qui va vraiment apporter cette sensibilité et cette compréhension de l'animal. Merci infiniment à tous les 4. La plénière s'arrête ici. Je vous invite à rejoindre donc le e-commerce il y a tout un tas de keynotes. Et ce soir, Xavier de Bayanx, qui est Innovation Lead chez Mythic, qui viendra nous parler justement des bots. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous.